Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et mon co-animateur est M. Guy Barrette. Oui, Monsieur Cardinal, comment allez-vous? Très bien. Il fait tellement beau, hein? Oui, il fait beau, on a de la belle température. Puis là, c'est le festival de jazz qui va commencer dans quelques jours et là, il y a plein de tourisme. Les femmes sont belles à Montréal. Ah, la vie est belle. Oui, hein, tout à fait. Faut en profiter parce que dans un pays comme le Québec, où est-ce que, je dis le Québec, certains vont peut-être dire le Canada, mais pour certains Québécois, le pays est le Québec. Donc, dans un pays comme le Québec, on profite de l'été parce que l'hiver, On souffre. Nous souffrons. souvent on se dit, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi qu'on ne déménage pas tout dans le sud? Hey, en parlant de déménager, pas nécessairement de déménager, mais de voyager, la semaine prochaine, on va être Paris! à Paris-France. Paris! Oui, rencontrer nos copains MVP là-bas. On va participer à la conférence l'Université du SI. SI pour Système d'information. Tout à fait. Donc, ça devrait être plaisant. Nous, je sais que cette semaine, je sais pas pour toi, Guy, mais pour moi, c'est le branle-bas de combat parce que la fin du mois de juin est toujours en tout cas un mois où il y a beaucoup de déploiements d'applications. Donc, des choses sur lesquelles on travaillait depuis plusieurs mois, ben là, on les met en prod et nos clients on est en train de finaliser les tests d'acceptation, puis faire le déploiement. Puis, je sais pas pourquoi, c'est pas parce que tu es l'architecte applicatif, mais ça finit toujours aussi dans ta cour, toute la relation avec le groupe d'infra, s'assurer que tout est bien déployé et tout. Absolument, Donc, absolument. L'architecte, c'est la seule personne dans l'équipe de développement qui va être capable de dialoguer avec les gens d'infrastructure parce que, bon, en tant qu'architecte, on touche un petit peu à tout. Faut au moins connaître qu'est-ce qu'il y a, les termes au niveau de l'infrastructure, la réseautique et tout ça. Souvent, c'est l'architecte qui a eu les rencontres, la plupart des rencontres, ou qui était présent lors de la plupart des rencontres avec l'équipe d'infrastructure. Donc, ça fait partie un petit peu de nos tâches, puis... moi, en tout cas, la caisse, c'est une des tâches qu'ils considèrent fondamentales. Puis, je pense que je m'en tire bien, donc ça me donne des bonnes lettres de reconnaissance. Mais toute la relation avec les gens d'infra, c'est en tout cas un travail. Il y a toujours une autre tâche qui tombe toujours dans ma cour. Souvent, je m'en passerais, mais bon, c'est tout ce qui touche gestion des configurations, c'est-à-dire... dans mon cas, moi, c'est Team System, la gestion des codes sources, tout ce qui est les builds, ces choses-là. C'est rare qu'ils vont engager un consultant qui va avoir le statut. Ah, moi, je m'occupe des builds, des setups. Donc, t'as toujours comme personne dans l'équipe qui a ce chapeau-là. Puis là, ben, ça finit que toi, tu sais le faire. Dis, bon, ok, je vais m'en occuper. Le chapeau te revient, ce fois-ci. Ah oui, souvent, plus souvent qu'autrement. Donc, j'ai souvent ces deux rôles-là en plus de bâtir l'architecture applicative. Bon, ben, trêve de parler de nous. Oui, notre invité, Monsieur Éric Moreau. Monsieur, c'est mon père. Moi, c'est Éric. Salut Éric, ça va bien? Très bien, vous autres? Ah, ça va très bien. Depuis le nombre d'années qu'on se connaît, c'est parce que quand on fait un podcast, il y a toujours un décorum un peu plus prononcé que dans la vraie vie. Donc, c'est ça que je dis des messieurs ici et là, mais c'est vrai qu'on se connaît depuis plusieurs années. Éric, tu fais partie du même regroupement de consultants indépendants que Guy et moi qui s'appelle .NET Expertise. Depuis quelques années maintenant. Là, depuis un an et demi à peu près. Là. Un an et demi. Donc, parce que toi aussi, tu as fait le saut à ton compte. Le grand saut. Le saut... C'est même pas un saut dans ce cas-là. C'est une continuité. C'est une continuité parce que tu faisais la consultation depuis plusieurs années. Oui. Très connu dans la communauté montréalaise parce que au moins deux reprises par année, tu vas faire des présentations dans les groupes utilisateurs. J'essaie d'en faire au moins une au user group. Le user group est très en demande. Il y a plusieurs speakers qui font application. Ça commence à être difficile d'avoir son trou. Hey, c'est fou, on rajoute on a 3 meetings par mois, là, puis c'est comme, on est capable de remplir, là, une saison, là, en quelques heures, là, on dit, bon, mais telle ou telle personne, effectivement. C'est un beau problème. C'est un beau problème, Ben oui. effectivement.
Puis je sais que tu participes souvent au CodeCamp. En tout cas, les activités, tu es toujours présent. Ça, À Montréal, j'essaie de m'impliquer. C'est bon pour moi, c'est bon pour ceux qui sont devant moi aussi habituellement. J'ai jamais eu de plainte formelle, fait que c'est pas pire, hein? c'est pas pire. Écoute, ça fait quelques années que tu as la reconnaissance de Microsoft comme MVP Depuis 2004. sur le langage Visual Basic. Ouais. Donc, fier programmeur Visual Basic. On maintient le fort. Reconnu aussi, Eric, c'est clair que toi, ta préférence, c'est de bâtir des applications clients qui roulent en Windows Form ou en WPF, mais tu n'as jamais été un grand fervent de faire du développement ASP.NET. J'ai jamais eu l'opportunité d'en faire à 100%. J'en ai fait quelques petites. J'ai été team lead dans une équipe qui faisait des applications ASP. Tu l'as fait assez pour dire que je m'ennuie de la plateforme.net, je peux revenir. Non, mais quand on est dans la couche business ou dans la couche data, il n'y a aucune différence. Ouais. Tout à fait. La grosse différence, c'est du côté client avec le fameux stateless et la richesse des contrôles. Mais dans les prochaines années, je pense que ça va pas mal s'arrimer. Ben maintenant parce que une des souffrances quand on fait du ASP, parce qu'on veut que le client soit de plus en plus interactif, on se retrouve toujours à avoir les deux mains dans le JavaScript. Langage que tout le monde adore. Et le fait maintenant qu'on va pouvoir, plutôt que de développer en JavaScript, mais faire par exemple du Silverlight qui va être sur une plateforme .NET, donc ça va probablement rendre ça plus aisé aussi. On va voir dans les 12 prochains mois. Au moins après les Olympiques. Au moins après les Olympiques, ouais. En tout cas, je pense que Silverlight a un brillant futur. On verra ce qu'il y en est. Là, Mais on fait juste une petite parenthèse. Eric, tu mentionnes les Olympiques. Le réseau, c'est-tu NBC, ABC, mon Dieu? MSNBC. NBC? Ah, je suis pas certain. Anyway, le réseau américain qui présente les Jeux olympiques sur le web va utiliser la technologie Silverlight. Donc, deux qui est en bêta. Et puis, tout ce qui est streamé comme vidéo, ça va être en Silverlight. Donc, comme on dit, ça passe ou ça casse. Mais on n'est pas là pour parler de Silverlight. Non, tout à fait. Parce que la raison pourquoi tu viens nous voir, Eric, c'est pour nous parler de SQL Server Compact Edition. Oui. La version 3.5, pour être plus précis, on en parlera un petit peu plus loin. Ainsi, puis on a comme deux sujets, mais deux sujets qui sont fortement liés. Et les services de synchronisation d'ADO.net qui utilisent, en tout cas qui présument que du côté du poste client, tu aurais utilisé SQL Server Compact Edition. Pas nécessairement. En autant que ça se connecte à une source de données ADO.net, on peut utiliser la synchronisation. Ah, vois-tu, ça, c'est une chose que je n'avais pas accroché là-dessus. Ben, regarde. Si on termine ta bio, parce que la formule habituelle, c'est toujours on fait la bio, une petite pause, puis on vient avec l'entrevue à proprement parler. Donc, comme je disais, t'es impliqué beaucoup dans la communauté montréalaise, consultant à ton compte depuis presque 2 ans, MVP, beaucoup d'expérience, plus de 10 ans, là, maintenant peut-être même 15 ans. Quasiment 20. Quasiment 20. Parce que t'as pas de cheveux blancs. Moi, ils sont cachés. Ils sont pas teints, ils sont cachés. Donc, en tout cas, ça fait le tour un peu de qui tu es pour le bénéfice de nos auditeurs qui n'auraient pas la chance de te connaître. Puis, ben, pourquoi pas tout de suite faire la pause pour revenir avec l'entrevue. Eric, donc le premier sujet, SQL Server Compact 3.5. Ouais. Donc, on a le mot SQL Server. Est-ce que c'est vraiment un serveur SQL? Tu sais, SQL Server avec Compact, ça fait bizarre. Donc, qu'est-ce que c'est que cet animal-là? C'est pas un engin de base de données. C'est plutôt un fichier. Je vais prendre une analogie que j'aime pas à la Access. Dans Access, on avait un .mdb, on n'avait pas d'engin derrière, mais le fichier avec certains DLL était capable de nous donner les données, exécuter les requêtes et ces choses-là. L'engin, c'était Jet. C'était Jet. Donc, Jet se retrouvait dans une ou deux DLL. Dans quelques DLL installés, quand on installait DAO ou quelque chose du genre. Absolument. Maintenant, on a des nouveaux DLL qui s'appellent le SQL Server Compact.
Donc, l'engin SQL, si je peux décrire ça comme ça, parce qu'on va définir que c'est pas vraiment un serveur SQL, mais tout l'engin qui permet, par exemple, de pouvoir lire le contenu de fichiers qui ont le même format qu'une base de données SQL, cet engin-là est encapsulé dans quelques DLL. Oui. Et ton fichier de données, c'est un fichier LDF. SDF, OK. Qui, lui, essentiellement, un peu comme ton MDB quand tu utilisais Access, va garder le contenu, donc inclut le schéma et les données. Oui. Donc, comment tu utilises ça? Est-ce que tu vas déployer ça comme un service qui va rouler sur ton poste ou c'est quelque chose qu'on doit embarquer dans notre application? C'est embarqué dans notre application. Ça roule in process, si on veut utiliser le terme en bon français. C'est des DLL qui vont rouler à l'intérieur de notre application. La même chose que ADO.net. Donc, il n'y a pas d'engin qui roule sur le serveur. Il n'y a rien pour exécuter de l'optimisation. C'est pas un service. Là. C'est pas un service. On n'a pas besoin de droit d'administrateur pour installer quelque chose ou pour exécuter quelque chose. On démarre notre application et en même temps, nos données, aussitôt qu'on fait une requête, nos données vont monter en mémoire, les données qu'on va interroger. Comme les bonnes vieilles applications VB6 qui utilisaient JET pour parler à une base de données MDB. C'est la même analogie. C'est exactement la même analogie. Le mot SQL Server vient... c'est la même technologie, c'est les mêmes requêtes qui vont être utilisées. Lorsqu'on va utiliser ADO.net, ça va être essentiellement les mêmes objets de connexion, de commandes, de paramètres et de tout ça, mais c'est pas un engin SQL qui roule derrière. Donc, le but, pourquoi il y a le mot SQL Server, c'est pour te dire que si tu utilises ces outils-là locaux, si un jour tu veux migrer vers vraiment un vrai serveur SQL, la courbe de migration devrait être beaucoup moindre parce que c'est à peu près les mêmes commandes que tu envoies à ton... les mêmes commandes ADO.net que tu utilises. Les mêmes commandes ADO.net, c'est même le même TSQL. Ce qui va passer dans SQL Server Compact va passer dans SQL Server régulier. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, si on a, par exemple, utilisé Microsoft Access pour stocker, puis qu'on veut migrer vers SQL Server, ben là, c'est une tâche. Les dates sont pas interprétées de la même façon. Ça te prend une conversion, puis ton code, faut que tu réécrives. Puis souvent, ben là, tu expliques à tes supérieurs, ben on en a pour 2 mois, puis là, le projet a pas lieu, parce qu'il considère que ça coûte trop cher. Ouais. Mais cette version compact-là, est-ce qu'elle vient remplacer SQL Server Express ou c'est un complément? C'est deux produits séparés dans des niches différentes. SQL Server Express est encore un produit, d'ailleurs avec SQL 2008, il y a une nouvelle version de SQL Express. SQL Express est gratuit, mais dans le cas de SQL Express, on a un engin à installer sur une machine en quelque part. Et SQL Express, à ce moment-là, va rouler, va optimiser, accepte certaines limitations que SQL Compact n'a pas. On n'a pas parlé des limitations encore. Mais si je comprends bien, c'est SQL Express, c'est un vrai serveur SQL que tu t'attends pas à déployer à même ton application, mais qui va être déployé à part, qui va rouler. Il peut rouler sur ton poste local, oui. Mais la mission de ce produit-là, c'était pour rouler sur un serveur de web. Parce que c'était vraiment la cible, c'était de fournir une solution gratuite pour les serveurs web. Puis on sait que c'est une application web, ça n'a pas d'allure de voir embarquer ta BD. Donc, les serveurs web, eux autres, à tout fois qu'ils traitent une page, ben ils veulent parler à un serveur de BD pour dire, ben voici où je récupère mes données. Puis dans ce modèle-là, puis à l'époque, Microsoft, c'était vraiment, leur cible, c'était d'offrir une alternative aux bases de données gratuites MySQL. Oui, un compétiteur direct à MySQL. Donc, est-ce que Server Express, le poids, c'est à peu près 50 mégabytes? À l'installation, c'est 50 quelques mégabytes. Okay. Donc, seulement pour installer. Là, on parle de Express, qui est le serveur. Oui. Quand on prend Compact, on a moins d'1 meg à distribuer sur les machines. Donc, c'est 2 petits DLL, à peu près 1 meg, 5 meg en mémoire que ça va prendre comme footprint, en plus des données. Plus, t'as ton fichier de données, ton SDF, lui, il peut aller jusqu'à quelle grosseur? Jusqu'à 4 gigs. OK, donc tu peux créer, quand même, tu peux stocker jusqu'à 4 gigs de données. Ouais. Et ça, c'est la même limitation que SQL Express de toute façon. SQL Express peut stocker plusieurs bases de données, mais chaque base de données est limitée à 4 gigs. Bon, on s'entend habituellement, quand tu vas prendre la version compact, tu vas pouvoir l'embarquer dans une application et plus souvent qu'autrement, tu ne vas n'avoir qu'une seule base de données parce que tu n'as pas de raison de commencer à créer 3, 4, 5 bases de données vu que c'est une base de données souvent propriétaire attachée à ton application. Mais tu pourrais avoir 3, 4 applications qui ont chacun leur base de données.
Oui, c'est vrai. Un C'est catalogue, une ligne de produits, par exemple, puis... Mais Eric, pourquoi on voudrait utiliser une base de données embarquée dans notre application? Un des avantages qu'il y a, c'est que SQL Server Compact va pouvoir rouler sur plus de plateformes que SQL Express. SQL Express, ça prend un Windows, pas nécessairement un serveur, mais un Windows XP, un Windows Vista, un Windows Server 2003. Ça prend vraiment une plateforme Windows. Si on prend SQL Server Compact, va rouler sur toutes ces plateformes-là, mais en plus va pouvoir rouler sur d'autres plateformes comme le Pocket PC et le smartphone. Oh, attends un petit peu, là. Là, tu parles d'applications mobiles. On vient de parler d'applications Windows Forms standard, là, en VB, C#, Visual Studio. Oui. Puis là, tu mentionnes les applications mobiles. Ça veut dire que l'engin SQL Server Compact peut rouler soit sur un Pocket PC, Oui. donc Les Windows deux fameux mobile. DLL Ouais. peuvent rouler autant sur Pocket PC OK. que sur Windows standard. Donc, j'ai deux clients, un client mobile et un client Windows Form qui peuvent finalement Utiliser la même BD, le même code pour accéder à ces BD-là. Les Ok. mêmes Donc, ça peut être connexions. une raison pourquoi tu voudrais utiliser ça, parce que tu vas être capable de pouvoir utiliser sur différents types de de clients. clients, ouais. Une autre raison, c'est si tu as besoin d'un format quelconque pour sauvegarder de l'information. Au lieu d'inventer ton propre format, c'est à toi d'une base de données, c'est un paradigme Ben, bien on connu. dit local storage, finalement. Au lieu de stocker 2-3 MB dans un fichier XML qui est pas très approprié lorsqu'on veut faire des jointures en différentes tables, on peut prendre SQL Compact, avoir quelques tables à l'intérieur de notre SQL Compact dans notre base de données, faire des jointures en SQL, la même chose, et à la limite, le même data layer pourrait servir autant pour SQL Compact que lorsqu'on est au bureau plugué sur notre gros SQL Server corporatif. Donc ça, c'est une autre raison, c'est que tu peux utiliser ta même stratégie si tu veux aller chercher l'information localement, Oui, mettons en mode déconnecté. oui. Et whoop, tu as une connexion vers un serveur parce que tu viens d'arriver au bureau, tu viens de te brancher. Là, tu vas aller sur le vrai serveur et tu vas utiliser la même stratégie à ce moment-là. Donc, une autre raison. Oui. Euh, C'est gratuit. On n'a pas parlé encore. C'est gratuit. c'est gratuit. Tout comme SQL Express. Donc là, c'est pas un avantage d'un par rapport à l'autre. On ne sait pas, mais le produit Compact est déjà utilisé dans des produits à large échelle qui ont éprouvé le modèle. On pense à Messenger. Lui, il fallait qu'il stocke l'information locale et il utilise Compact pour stocker l'information locale. Il n'y a pas Player aussi? Oui, Windows Media Player l'utilise aussi. Donc, Microsoft l'utilise déjà, ce produit-là. Ça réduit énormément le support qu'on doit faire. Quel utilisateur qui avait SQL Express sur sa machine a déjà arrêté le service en sachant pas trop c'était quoi? Mais là, dans le cas de SQL Compact, il n'y en a pas de service, il n'y a rien à arrêter. Si l'application démarre, les deux DLL montent en mémoire, l'application va fonctionner correctement sans aucun problème. Ouais, puis Le plus gros avantage est là, selon moi. ouais, puis quand tu installes SQL Server Express, ça prend les droits d'administrateur. Oui. Donc, la version compacte n'a pas de cette contrainte-là, finalement. Non, c'est deux DLL qui passent en même temps que le reste de vos DLL quand vous déployez. Le fichier de données passe à travers le même processus de mise à jour ou de déploiement. Votre application est déployée, le data monte en mémoire, tout est beau. Donc, ce que tu dis, c'est qu'un des gros arguments pour cette approche-là, c'est aussi si tu veux migrer ou si tu as un besoin d'interopérabilité vers SQL Server 2005, 2008 tout à l'heure, c'est le même paradigme de programmation, si je peux dire ça. On sait que si je suis du côté serveur, j'ai un paquet d'outils justement pour éditer mes schémas, pour améliorer la performance. Pour Compact, j'ai-tu l'équivalent, une espèce de... C'est plus réduit. Le bassin d'outils qu'on a se résume en gros à Visual Studio, 2008 de préférence. Donc, quand tu installes Compact Edition, il vient rajouter des add-ins dans ton Visual Studio pour être capable d'éditer les schémas de ta BD. La seule chose qu'il va nous ajouter, c'est un nouveau, comment on appelle ça, un provider. Okay. Lorsqu'on veut ajouter une nouvelle connexion, une nouvelle BD, il commence par nous demander quel provider tu veux utiliser. ODBC, SQL Server directement ou SQL Server Compact 3.5. C'est la seule chose qui vient Mais là, d'ajouter. si je choisis SQL Server Compact 3.5, puis
je commence, là, ma BD est vide. Comment je vais faire pour dire, hey, il existe une table, va-tu falloir que je scribe en disant create table? Non, on a le même éditeur que lorsqu'on se connecte avec Visual Studio ou même avec SSMS, SQL Server Management Studio, on peut faire un right-click en quelque part, add new table. On rentre le nom de notre champ avec son data type, avec sa longueur. Donc, je vais avoir les mêmes éditeurs, contraintes. mais là, ma question, si je suis dans Visual Studio, Oui. je vais avoir les éditeurs pour travailler Oui. sur un fichier Compact Edition. Si mettons, j'ai déjà mon SQL Server, base de données installée, donc les outils comme le SMS, SSMS. Management Studio. ouais, Management Studio. Je peux-tu avec Management Studio, il pointer vers un fichier LDF Compact Edition, il disait, hey, ouvre-moi les dons, lui, ce qui est assez intelligent pour le reconnaître? Si on prend SQL Server Compact 3.5, ça nous prend absolument SSMS 2008. OK, donc si le jour où dans quelques mois, à l'automne, on va avoir une base de données SQL 2008, donc quand je vais installer les outils clients de 2008, je vais être capable de pouvoir aussi avec les outils clients 2008 de SQL Server, de travailler sur les fichiers Compact Edition. Oui. Aujourd'hui, avec SSMS 2005, ce qu'on est capable d'éditer, c'est les fichiers SQL Server Compact 3.0. Ouais, parce que là, on est rendu à la version 3.5. C'est pas une technologie qui est apparue hier. Non. Ça fait plusieurs années que ça existe. Puis ça prête aussi à confusion parce que ça a existé dans un premier temps sur une version mobile justement pour les Pocket PC. SQL Server CE. CE, c'était la première version. Je me souviens plus en quelle année. Ça, c'est juste mobile. Ça, c'était juste sur le Compact Framework, Ouais. sur les Pocket PC. Puis à un moment donné, ça a changé de Microsoft nom ont pour changé de nom parce que... Pour SQL mobile. Ouais. Et encore là, c'était seulement sur le Compact Framework avec les Pocket PC. Puis là, ils ont changé de nom encore une fois, qui s'appelle maintenant SQL Server Compact Edition. Ça revient à CE qu'on avait Ouais, historiquement, ouais. mais qui cette fois-là va rouler autant sur le Compact Framework que sur un Windows Windows. traditionnel. Parfait. Ouais. parle Alors, de Vista XP. comment on se le procure? Si vous avez installé Visual Studio 2008, vous avez rien à faire. Habituellement, là, si vous avez choisi d'installer tous les outils pour le Compact Framework, tout est à l'intérieur. Tout est venu avec. OK. Si jamais vous n'avez pas fait ça, la façon la plus simple, c'est de lancer un repair sur votre installation de Visual Studio 2008. Mhm. Il va installer ce qui manque. OK. Si jamais vous avez perdu vos DVD ou n'importe quoi, on pourra le mettre en lien, sur le site web de la partie SQL Server, il y a tous les downloads installés. Donc, on peut toujours le possibles. downloader gratuitement. C'est de chez gratuit à downloader, à installer, à utiliser. Et si j'ai Visual Studio 2005, 2005, on peut pas l'utiliser. Ça prend absolument 2008. C'est pas vrai. Si vous avez 2005, vous pouvez toujours utiliser la version 3.0. OK. Mais si vous voulez utiliser 3.5, ça vous prend absolument Visual Studio 2008. Parfait. J'ai fait le test rapidement. J'ai pris la même BD, le même fichier SDF. Je l'ai copié. J'ai recréé mon code en 2005, puis j'ai jamais été capable de l'ouvrir. Le provider qui vient avec 2005 qui est pas capable d'ouvrir les nouveaux formats. Peut-être juste pour terminer l'histoire de qu'est-ce que c'est Windows Compact, plutôt SQL Server Compact. Il y a une contrainte qui est assez majeure qui est single user. Single user, ça veut dire que le fichier SDF, il n'y a pas d'engin derrière. Donc, le fichier SDF peut être utilisé par une seule application, un seul process, mais ce process-là peut contenir plusieurs connexions. Puis là, essayez pas de contourner le système en faisant un service en quelque part. Un seul service va se plugger plusieurs fois pour desservir plusieurs applications. C'est pas le but. Si vous êtes rendu là, vous avez besoin d'un SQL Express. Ben, c'est pour ça qu'ils ont mis cette contrainte-là. Microsoft voulait surtout pas que quelqu'un dise « Hey, je vais utiliser cet engin-là et je vais recréer un serveur que je vais appeler mon Le serveur Mario. gratuit qui veut compétitionner Microsoft en utilisant le cœur de... SQL Mario. Vous n'avez pas avantage à faire ça, surtout que SQL Express est déjà gratuit puis est beaucoup plus performant. Puis tantôt, on va parler des limitations. Vous allez voir qu'il y a des limitations assez contraignantes dans plusieurs cas. Ça veut dire que c'est vraiment pas pour du multi-usager. C'est un process, donc une application Windows, par exemple, qui lock finalement le fichier. Oui. Okay. Donc, allons-y donc avec les limitations, parce que s'il y a une limitation pour nos auditeurs qui fait pas votre affaire, la solution, c'est d'aller vers SQL Server Express. Oui. Si vous voulez un produit gratuit ou d'acheter vraiment le vrai SQL si vous voulez avoir un vrai serveur de BD avec tout ce que l'outillage et tout ce qui vient avec. Première limitation, on en a déjà parlé, c'est sa limitation en taille, c'est 4 gigs.
OK. Ça commence à être beaucoup pour une BD qui monte en mémoire. Mhm. C'est la même limitation que SQL Express en passant. Donc, si vous avez besoin de plus que 4 gigs, ça vous prend un SQL Server standard. Tu sais que moi, j'ai des cheveux gris, donc je radote de plus en plus, mais j'aime bien raconter que je me souviens à l'époque quand ils ont sorti le processeur 386, donc on remonte à longtemps, et qu'on nous disait qu'on avait 4 gigs de mémoire vive. Écoute, dans ce temps-là, les hard disks, il n'y avait même pas 10 MB. Donc, on regardait ça et on disait 4 gigaoctets de mémoire vive. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ouais. Puis maintenant, tu sais, on veut aller justement à une version 64 bits parce qu'on trouve qu'il y aura juste 4 gigs de mémoire vive. Si on veut rouler des machines virtuelles, c'est limitatif. Puis, on garde les chemins possibles. Donc, aujourd'hui, on peut considérer peut-être pour une BD 4 gigs, c'est beaucoup. En tout cas, c'est quand même bien. Mais peut-être que avec le fait qu'un jour, peut-être le monde va s'en servir encore de plus en plus pour stocker des contenus multimédia, peut-être qu'un jour, les gens vont trouver que c'est rien 4 gigs, mais on s'entend. Pour aujourd'hui, en tout cas, moi, 4 gigs, base de données locale, je suis bien heureux. Oui. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas tout la panoplie des features. des features qu'on retrouve dans SQL Server Express ou complet, là. Quand vous ouvrez pour aller éditer votre base de données, ce que vous voyez à l'intérieur, ce sont des tables, il y a encore des tables et rien d'autre. Il n'y a pas de fonction. Il n'y a pas de stop rock. Pas de Il y a trigger. pas de... Les triggers, je me souviens pas. J'en ai pas vu, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Je l'ai pas regardé. OK. Il n'y a pas de vue non plus. Donc, le metadata qu'il y a dans la BD, c'est vraiment le metadata des tables et ses colonnes. J'imagine qu'il y a des services avancés comme Full Text Search, tout ce qui s'appellerait, je sais pas moi, Full Text Search n'est pas là. multidimensionnel, c'est pas là. Non. Il y a l'intégrité référentielle, ça, il est capable de le faire avec vos foreign keys, primary keys, ça, il n'y a aucun problème. Va supporter les cascades update delete sans aucun problème. Les transactions, Va supporter les transactions, c'est assez de base. OK. Au niveau des types de données, on retrouve à peu près les mêmes types de données qu'on est habitué dans SQL Server, avec certaines limitations. Comme par exemple, il n'y a pas le small date time. Il y a le date time ordinaire, mais il n'y a pas le small date time. Au niveau des j'imagine data types, les nouveaux types qui s'en viennent en 2008, comme les types géospatiales, tout ça. géospatiales ne seront pas là. Le date tout court, lui, je ne sais pas encore. Mais Ça le sera à géospatial, il sera pas là. OK. Au niveau de tout ce qui est caractère, on est habitué à avoir les char, nchar, varchar, nvarchar, mais tous les champs sont Unicode. Donc, c'est tous des n quelque chose. Okay. Le nvarchar max, qu'on est habitué de voir pour remplacer quand on a besoin d'une string de texte qui est très, très longue, le max ne passe pas. Donc, le nvarchar max, sa limite, va être de 4000. Donc, le plus que je peux stocker, c'est un 4000. Okay. Mais j'ai quand même accès au blob. Mais un blob, on fait pas une recherche à l'intérieur d'un blob comme on fait à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Mais de toute façon, j'ai pas accès à la recherche textuelle avec... Non, mais pour stocker une image ou pour ok. stocker un chapitre d'un texte, peu importe. Au niveau sécurité? Au niveau de sécurité, on peut mettre des mots de passe sur le fichier SDF lui-même. Okay. On peut aussi encrypter notre fichier. Il y a des méthodes d'encryption MD5 et autres sur le fichier directement. Donc, nos données, si on ouvrait par hasard le .SDF dans notre pad, on verrait pas nos chaînes de caractères en clair. Ah, C'est ce que ça veut dire. parfait. Quand j'utilise une base de données Compact Edition, si j'ai un vrai serveur SQL, est-ce qu'il peut participer dans tout ce qui s'appelle les modèles de réplication? Oui, la réplication. Pas tous les types de réplication, on appelle ça le merge replication. Donc, il permettrait de merger deux sources de données. Mais tous les types de réplication ne sont pas supportés. Puis tantôt, on va parler de la synchronisation, des sync services. C'est ça. Si on a des auditeurs qu'eux autres, la réplication, c'est quelque chose qui est important, ben attendez, quand on va parler de synchronisation, vous allez voir que Microsoft a une solution élégante pour ça. Une solution différente. Parce que la réplication et la synchronisation, c'est peut-être deux choses différentes. Oui, ça c'est un bon point, là. Faisons la différence. C'est réplication, synchronisation. La réplication, c'est lorsqu'on a un besoin assez simple de répliquer des données d'un côté vers l'autre. Habituellement, là, c'est à peu près ça, d'une succursale vers le Prenons le bureau l'exemple, maître. je suis un représentant sur la route, ou comme diraient nos amis français, je suis un commercial. Je veux avoir la liste ou l'inventaire des produits avant de quitter le bureau. Donc, je fais une réplication du serveur central SQL vers
mon serveur compact? Il y aurait plusieurs façons. On pourrait faire des snapshots ou quelque chose de genre, recopier la BD au complet. OK. Mais il y aurait aussi façon de faire une réplication en le sens d'aller chercher ce qui est nouveau, ce qui a été modifié. On n'a pas trop le contrôle de quand est-ce que ça se fait, comment est-ce que ça se fait, est-ce que je fais seulement certaines tables ou toutes les tables. OK. La réplication, c'est un peu tout ou pas en tout. OK. Ouais, Tantôt, dans la synchronisation, ce qu'on va voir, c'est qu'on a plus de contrôle parce qu'on va avoir des choses à programmer. C'est OK. pas tout simplement une option qu'on active et qui est là. Je dirais que la synchronisation, c'est plus que la réplication, mais souvent, la synchronisation, pour ceux qui ont un besoin de s'assurer que les données se retrouvent du côté d'un serveur, probablement que la synchronisation peut répondre à ce besoin-là. On va en parler un peu Oui. plus tard. Continuons sur Compact Edition. Donc, on a parlé des limitations. La distribution, on a dit que c'était 2 DLL qu'on livrait. Très important, il n'y a pas d'engin à installer. Puis pas d'engin, ça veut dire, je sais pas si vous vous souvenez, dans le temps des bons vieux fichiers MDB, il fallait faire des compact and repair une fois de temps en temps. Faut-tu faire ça aussi avec ce Il produit-là? faut faire ça. La raison est qu'il n'y a pas d'engin en arrière qui détecte qu'il y a un moment libre, un moment idle, qui va faire le compactage pour nous. C'est un fichier, c'est une source de données. On doit faire un compact and repair. Donc, une faut fois que de temps en temps. ton application, faut qu'elle prévoie qu'elle offre l'option à la personne à dire fais-moi un compact. Oui. ADO.NET nous offre les méthodes API. pour aller faire un compact de notre base Pour, de données. Soit que tu le fais quand tu es idle, ou soit que explicitement l'utilisateur demande de le faire. Ça peut être à tous les X jours, à toutes les X fois qu'on ouvre l'application. Ça dépend du temps que ça prend. Peut-être juste expliquer pourquoi on voudrait faire un compact. Pour récupérer les espaces perdus. Donc, Optimiser par exemple, les si, accès. si on a délite. effacé 500 enregistrements, l'espace est pas libéré, là. Non, l'espace est marqué comme étant libre, mais n'est pas réutilisé. Donc, en faisant un compact, c'est comme on On efface. nettoie là, C'est ça. cet espace. Donc, ton fameux fichier SDF, il peut être rendu à 12 gigs. Pas 4 12 gigs, gigs. j'aurais plus dit 12 megs. Mais quand tu le compactes, ben là, il part tomber à 4 megs parce qu'en réalité, il avait besoin juste de 4 megs pour stocker toute ça. l'information. C'est une bonne façon de réduire l'espace de tes fichiers. Oui. Donc, dans la vraie vie, là, si je pars un projet avec mon Visual Studio 2008, on s'entend que c'était 2005, ça marche pas. On Faut que tu peut sois avec- l'utiliser avec l'ancienne version de SQL Server Compact qui était la version 3.0. Mais pour la 3.5, ça te prend 2008. Oui. Donc, je pars mon 2008. Là, je me crée un projet comme je fais aujourd'hui, c'est-à-dire un projet Windows Form, ça peut être une DLL, whatever que j'ai besoin. Oui. Puis, je vais juste faire une référence vers mes 2 DLL et Oui. je vais utiliser ADO.NET pour parler à ma base de données. Mais souvent, ce qu'on va faire dans les petites applications, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter dans les data sources, on va aller créer une nouvelle BD là. On va se connecter peut-être à un SDF qui est existant, parce que peut-être qu'on part pas avec zéro. un nouveau. Donc, on va aller ajouter une référence à notre SDF dans les data sources. On peut commencer à faire du drag and drop, la même chose qu'avec un serveur SQL, une table, une BD SQL actuelle. Commence à faire le drag and drop. Lui, il se rend compte que c'est un SDF, ajoute les références pour nous automatiquement. On n'a rien à faire à ce moment-là. OK. Donc, on il a les va mêmes créer- outils ou visuels pour... Le même dataset va être généré, le même XSD en arrière va être généré. On va pouvoir binder nos contrôles de la même façon qu'on les bind. Il n'y a rien qui change. La seule chose qui change, si vous êtes curieux un petit peu, si vous allez voir dans le dataset derrière qui a été généré, au lieu d'être un SQL connection, ça va être un SQL CE connection. OK. Parce qu'il y a les DLL qui sont référencés ne sont pas les mêmes. Donc, Mais à part, le la, con- reste ouais, à est part la identique. connexion puis le provider, Le reste est identique. le reste, Donc, c'est le même dataset que j'aime pas. Parce qu'en plus de te faire vraiment un schéma de dataset, Ah oui, mais t'es pas il obligé te met tout d'utiliser le le code pour dataset, faire des là, updates, Mario. delete. Ah non, je l'utilise pas d'ailleurs. Puis, Ah. mais je me bats contre les programmables, leur dire non, pas de drag and drop, vous battez vos datasets à la main. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser la même syntaxe ADO.NET. On peut utiliser exactement la même syntaxe ADO.NET. Ce qu'on devrait faire, si on a un Data Access Layer, on a sûrement un SQL Connection en quelque part. Au lieu d'offrir un SQL Connection, on devrait offrir un I Connection, si ma mémoire est bonne. Une interface. Une interface vers la connexion
Et au runtime, on switch entre le SQL connection et le SQL CA connection. OK. On fait la même chose pour le command, on fait la même chose pour tout. Ça peut être, par exemple, tu pourrais au runtime découvrir, je suis déconnecté, j'ai pas accès à mon serveur, mais là, je vais donner accès à ma base de données locale. Donc, l'interface, elle, ce qu'elle connaît, c'est des I connection, I command, I quelque chose. Et notre application, elle sait qu'elle est déconnectée, mais va faire une instance du Data Access Layer déconnecté. Le fameux patron de conception que Microsoft appelle le provider. Le provider, ouais. Puis quand Microsoft a écrit ça, c'est comme s'il avait réinventé le bouton en 4 trous parce que tout le monde connaît les patterns. On était là, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ils l'ont juste baptisé. C'est ça, ils ont juste donné un nouveau nom puis ont voulu laisser quoi la population entière. Regardez si on était intelligent. Oh. Donc, on peut utiliser les mêmes outils visuels, dont le fameux dataset que notre ami Mario n'aime pas, ou on peut utiliser C'est le pas même que j'aime pas le code. dataset. Le dataset peut être très bien pour faire un data transfer objects, mais j'aime pas le... Ouais, le concept en... j'aime pas les outils visuels qui créent les datasets parce qu'ils te polluent avec un paquet de fonctionnalités que tu veux pas. Tu veux pas avoir du code pour faire des updates, des leaks dans un dataset. Ça, c'est une autre, un autre débat qu'on pourra C'est la maladie de Microsoft à en donner trop pour le client. Personne n'a demandé que ça commence à te servir à te faire des accès à ta BD, puis ils le font. Parce qu'ils se disent toujours, ce serait le fun de le faire. Puis souvent, tu te dis, ouais, ce serait le fun, mais tu nous crées d'autres problèmes. Il y a une petite chose que j'aimerais vous mettre en garde pendant qu'on parle de l'écran data source ou du dialogue data source. Souvent, ce qu'on est porté à faire, c'est on démarre l'application, on fait des mises à jour, on arrête l'application, on la redémarre, on voit que nos modifications sont encore là, on se dit, OK, ça marche, tout est beau. On retourne dans le data source, puis on fait un view table pour aller voir les données. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que nos données, nos modifications ne sont pas là. On repart notre application pour être bien certain. Nos modifications ne sont plus dans l'application non plus. Ça, c'est parce que notre SDF, notre fameux fichier, il est copié au root de notre projet. Mm-hmm. Et lorsque l'application démarre, c'est exactement le même pattern que le fameux fichier app.config, notre fichier de configuration. Il est pris au root de notre projet et il est copié dans le bin/debug ou bin/release. Donc, le SDF suit exactement le même pattern. Il est au root et est copié au bin. Donc, sur votre fichier SDF, vous irez voir les propriétés. Il y en a une qui s'appelle Copy to Output Directory. Mm-hmm. Par défaut, c'est Copy if newer. Donc, juste le fait d'aller voir, d'aller consulter notre table sans faire aucune modification, lui met un nouveau timestamp sur le fichier, comme de quoi il est ouvert, et va recopier par-dessus celui qui est dans votre bin. Donc, vous pouvez jouer avec cette propriété-là. Ça m'a pris une couple de minutes avant de trouver c'était quoi. Donc, je vous mets en garde pour cette propriété-là. Est-ce qu'on pourrait le mettre sur un répertoire, par exemple, sur notre C, / mes fichiers SDF? Il n'y a aucun problème parce que oubliez pas qu'on a la connexion. La connexion, on donne le path au complet. Le chemin d'accès complet. Là. Donc, on le met, peu importe où on veut, en autant qu'on ait accès en écriture. OK. Donc, essentiellement, utiliser le SQL Server Compact, c'est pas quelque chose de nouveau, parce que beaucoup de programmeurs ont fait ça dans leur vie, utiliser une base de données embarquée. Oui. Écoute, je me souviens, il y a très longtemps, on utilisait ça avant même qu'apparaissent les fichiers Access ou, j'oublie le nom, comment ça s'appelait? DBase? Ouais, mais avant même DBase. Oh mon Dieu, B3! B3! Oh! Hey, ouais. ça, là, ça trahit trahit ton notre âge. On disait les B3. Aïe. C'est dans les bonnes années où il n'y avait pas encore de l'orienté objet dans le monde C, donc on travaillait en C. Puis, donc, rien de nouveau sous le soleil. C'est que c'est un modèle qu'on connaît bien, qui répond à un réel besoin, parce qu'à quelque part, même Microsoft avait ciblé vers juste le monde mobile, et ils ont eu tellement de demandes des gens qui étaient sur la plateforme Windows, on dit, on va ramener ce modèle-là, parce que le modèle d'utiliser Express, qui est une vraie BD, mais qui est complètement dans son process à lui, puis qu'il faut que tu installes et tout, ça satisfait pas tous les besoins. C'est le déploiement qui bloquait beaucoup Express à installer. Supposons que vous avez une flotte de 100 vendeurs, 200 vendeurs, 1000 vendeurs. Commencez à déployer Express sur toutes les machines. C'est pas évident. Et le support que tout ça engendre aussi, tu sais, tantôt on disait on va arrêter le service, c'est déjà arrivé, ça va arriver encore. Donc, SQL Compact vient contrecarrer tout ça. Il n'y a pas de service qui roule en arrière. Il y a des limitations importantes, mais si on a juste besoin de données en format SQL pour pouvoir transférer facilement,
c'est merveilleux. C'est mieux qu'un fichier XML dans plusieurs cas. En fait, sur les applications présentement, si vos applications utilisent un fichier XML pour stocker des données, puis vous êtes limité un peu par la syntaxe de requête, ou si vous aimez pas nécessairement la syntaxe Link. de requête. Ouais, qui aime ça, XPath ou... Non, mais Link est merveilleux. Ah, Link, oui, c'est vrai. Ah, mais là, tu es un bon compétiteur à ta technologie, là, maintenant. Oui, mais faire une jointure en Link pour faire travailler... Link et SQL, tu sais, tantôt on disait qu'une application pourrait migrer facilement de Compact vers une plateforme plus évoluée. Je peux pas faire passer Link de Compact vers une version plus évoluée. Je peux faire du Link to SQL. Ouais. Mais c'est pas les performances ultimes auxquelles on pourrait s'attendre. Et on ne pourra certainement pas faire la synchronisation avec un serveur SQL central, avec un fichier XML. Ben, ça serait tout un processus manuel. Ça sera pas la synchronisation qu'on va parler dans la deuxième partie. Ben, ça nous amène. Ben oui. Je pense on arrive là parce que très souvent, si on revient à un scénario habituel, tu as parlé d'une flotte de vendeurs ou pas de flotte, mais Un bassin de vendeurs, un pool. des vendeurs qui ont une flotte de voitures. Mais tu parlais des vendeurs ou des représentants, des commerciaux. C'est un scénario très usuel. Ces gens-là ont une application qu'ils vont utiliser sur la route. Donc, ils ont besoin de fonctionner en mode déconnecté parce qu'ils n'ont pas toujours la connexion. Et quand ils reviennent vers le bureau, ils veulent se reconnecter, se synchroniser sur un serveur central. Donc, pour ce scénario-là et pour tous les scénarios qui sont du même acabit, Microsoft ont annoncé une nouvelle technologie qui s'appelle ADO.NET Data Synchronization. Donc, synchronisation des données. ADO.NET. Tout ça fait partie d'une plus grande famille qui s'appelle le Microsoft Sync Framework. OK. Tous les produits de ce framework-là ne sont pas sortis encore. Au cours des prochains mois, il y a quelque chose qui va sortir pour le file system, qui va sortir pour le FTP. Si je me trompe pas, le Zune va utiliser cette technologie-là, ce framework-là, pour synchroniser entre le PC et un Zune quelconque. Donc, c'est un framework qui va servir à synchroniser 2 ou 3 sources de données. Puis ADO.NET a fait un provider par-dessus ce framework-là pour synchroniser des sources de données ADO.NET d'un côté et de l'autre. Donc, OK, au niveau de terminologie, là, on a Sync Services for ADO.NET, Oui. puis on a Microsoft Sync Framework. Sync Framework, c'est le chapeau général OK. qui englobe toutes les technologies de synchronisation. Donc, qui sont sortis et qui sont pas sortis. Donc, Ils sont- certains morceaux du puzzle Ouais. sont pas sortis encore. Et le premier officiel qui est sorti, c'est le Sync Services for Audio. Donc, toutes Audio.net. les sources dès que tu as un provider ADO.NET, tu as une source BD, tu vas pouvoir synchroniser. Puis comme tu disais, le Sync Framework, ben, les autres, ils ont comme vision que ça pourrait être n'importe quelle source de données, des fichiers, d'autres types de, Ça finit du toujours RSS, par à peu près tout le temps des fichiers. Mais dans le cas d'ADO.NET, c'est pas le fichier au complet qu'on va synchroniser, c'est plutôt les tables. enregistrements à l'intérieur des tables. Mhm. Ça descend aussi bas que au niveau enregistrement. Donc, on n'est pas obligé de syncer une table au complet. On peut syncer un élément à l'intérieur de la table. Est-ce que cette synchronisation-là fonctionne seulement avec SQL Server? En théorie, oui. En pratique, quand on commence avec Visual Studio 2008 et qu'on se connecte à une source de données, il va modifier nos scripts ou le wizard qui démarre va modifier la base de données d'origine parce qu'il doit se garder des flags à l'intérieur de la BD, à l'intérieur des tables qu'on a sélectionnées pour savoir quand est-ce que ça a été créé, quand est-ce la dernière fois que ça a été mis à jour. Donc, il y a au moins 2 nouveaux champs de type datetime qui vont être ajoutés à l'intérieur de chacune des tables qu'on veut synchroniser. Lui, il va même générer des triggers. Donc, les triggers sur d'autres technologies, ça fonctionne peut-être différemment. C'est pour Ok. ça que je dis qu'en pratique, c'est seulement sur SQL Server. Mais en théorie, il y aurait moyen de l'amener Donc là, sur si je d'autres te choses. comprends bien, j'imagine que ça fonctionne juste avec Visual Studio 2008. Oui, pour Donc, l'instant. si je suis dans Visual Studio 2008 et que je commence à créer un projet Sync Services, Non, on va créer un projet de type Windows Application. OK. On va ajouter un data source. OK, Non, on va ajouter un nouvel item. OK. On va ajouter c'est quoi le terme exact?
C'est un synchronization file. Donc, il OK. va nous créer un fichier .sync. Ça va nous démarrer un nouveau wizard. Il va nous demander c'est quoi notre source. Donc, on va se pointer à une Donc, BD. la source était le central. Donc, là, ton Ouais. serveur SQL. Donc, on va se pointer sur une connexion qu'on a déjà. On choisit les quelques tables ou toutes les tables qu'on veut avoir, Qu'on veut synchroniser. qu'on veut synchroniser. Il va nous demander notre destination. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait lui dire c'est un SQL Server Compact, ou c'est un Express, ou c'est autre chose. Puis c'est là que tu dis que lui, pour être capable de faire toute cette synchronisation-là, il va devoir rajouter du côté serveur. Du côté Du côté serveur. central, il va rajouter des champs pour être capable de savoir qu'est-ce qui a été mis à jour, pas mis à jour. Un champ pour la date d'insertion, un champ pour la date d'update, créer des triggers pour mettre à jour ces deux champs-là, et une nouvelle table qui finit par Tombstone pour tous les enregistrements qui ont été détruits. Oui, parce que la seule façon de savoir qu'est-ce qui est détruit, c'est qu'il y a besoin de garder une trace. Il conserve le primary key avec une date Donc, aussi. il fait ça du côté de ton serveur SQL. Ouais. Si tu n'as pas un serveur SQL, il doit générer des scripts. Est-ce qu'il génère des scripts SQL que tu pourrais, toi, appliquer sur un autre serveur, mettons que tu es en Oracle ou en DB2? Il génère des scripts SQL seulement pour SQL Server. Donc, il faudrait que tu regardes ces scripts-là, que tu les traduises pour qu'ils marchent sur ton DB2, mais tu pourrais toujours quand même, avec un certain effort, être capable de te synchroniser sur une autre base de données que Oui. SQL. Puis d'ailleurs, au moment où on utilise ce wizard-là, il nous dit je vais créer deux nouveaux champs, un pour l'insertion, un pour l'update. Il n'y a rien qui nous empêche, si on a déjà ces mécanismes-là à l'intérieur de notre propre BD existante, on peut lui dire, ben, au lieu d'en créer un nouveau, utilise ce champ-là. Donc, si on se pluguait sur un Oracle, il y aurait moyen de lui dire, plug-toi là, puis pose pas de questions, génère pas aucun trigger. Mais là, c'est votre fardeau de les mettre à jour. Est-ce que, ça c'est du côté serveur, Ouais. pour ta BD client, comme là nous autres ça serait un Compact Edition, est-ce qu'il va aller rajouter des choses aussi du côté de la BD client? Il n'ajoute rien, sauf que les deux champs d'insertion et d'update vont suivre dans la BD client aussi. Ils vont être mis à jour aussi dans la BD client. OK. Donc, il faut être prêt à accepter qu'il y ait des modifications ou des ajouts Au schéma. au schéma de base de données de notre serveur central. Oui. On a le choix du nom de la colonne. Si le nom de la colonne fournie nous plaît pas, on peut toujours la rebaptiser. Souvent, je dis à la blague, si le format plaît pas au DBA, vous pourrez le changer. Là. Mais en gros, il faut absolument avoir un mécanisme qui va permettre à la synchronisation de dire, je me fie sur cette donnée-là pour savoir si ça a changé. Est-ce que c'est la même chose en 2008? En 2008, il va y avoir du metadata. Quand on parle de 2008, je spécifie bien SQL Server 2008. SQL Server 2008 va avoir du metadata qui va être caché en quelque part pour chacun des enregistrements pour qu'il puisse garder la trace de ce qui a été modifié sans nécessairement toucher à la table physiquement. Donc, les deux nouvelles colonnes et la table Tombstone n'existeront pas physiquement. Mais tu vas les avoir du côté client, j'imagine. Mais il va y avoir du metadata en quelque part quand même du côté serveur qui va être conservé. Ah, OK. Parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut que le client et le serveur disent, bon, mais moi, j'ai telle version, toi, tu as quelle version? OK, on fait un échange. En fait, SQL Server 2008, c'est un des éléments, une des pièces du puzzle de Microsoft Sync Framework. C'est une des pièces. C'est juste qu'ils ont peaufiné un peu plus leur metadata. Ils pouvaient pas modifier SQL 2005 existant. Donc, ils ont dit, OK, on va faire comme palliatif, on va générer un script, modifier des tables. Ça donne une certaine recette pour ceux qui auraient un autre type de base de données comme Oracle ou DB2. Puis, ce que j'aime avec les scripts qui sont générés pour 2005, c'est lorsqu'on travaille. Moi, en tout cas, quand je travaille, je développe sur un serveur de test. Je veux pas rouler ce wizard-là sur mon serveur de production pour ajouter les nouvelles colonnes et le trigger. Je veux qu'il me génère un script. Ce script-là, je le prends et je le roule sur mon serveur d'acceptation, mon serveur de production par la suite. S'il y a du metadata comme ça, j'ai pas fouillé très loin, là, mais j'ai pas vu encore la façon d'amener ce metadata-là d'un environnement à l'autre. Il va falloir que Microsoft nous fournisse une technique quelconque parce que il l'a sûrement déjà. Dans la vraie vie, on touche jamais au serveur de production. En tout cas, pas avec notre Visual Studio, ça c'est clair. Tout à l'heure, tu disais, tu vas rajouter un élément. Quand tu es dans Visual Studio, tu rajoutes un élément qui est un sync file. Ouais. Donc, ce sync file-là, concrètement, est-ce que ça veut dire que ça va installer un service qui va rouler sur ton poste client, qui va s'occuper de faire la synchronisation, ou c'est un nouveau thread qui va être parti dans ton application qui va s'occuper? Comment ça fonctionne? Même pas. Tout est manuel. En fait,
Le but ultime, c'est pour développer des applications occasionnellement connectées. Donc, quand tu dis tout est manuel, ça va créer un fichier de synchronisation, puis il va falloir après ça que manuellement, tu dis, ce fichier-là, resynchronise-le avec mon serveur. En fait, c'est qu'on a une source de données locale, un compact ou un express. Mettons le fichier SDF. Là. Le fichier SDF va être là en quelque part. Le sync file de tantôt, il n'y a pas de data là-dedans, c'est des classes qui sont derrière. Si vous faites un view source, c'est des classes qui sont derrière. C'est du code, là. Oui, il y a une classe provider et une classe agent. Il y a une API quelconque. Oui. OK. Et on doit s'ajouter une commande, un bouton en quelque part dans notre application pour dire je suis prêt à synchroniser. Donc, synchronise mon client avec un serveur. Et ce serveur-là, c'est des connection strings ADO. Parce que c'est ADO.net qui va démarrer derrière tout ça. Donc, es-tu en train de me dire, ça veut dire que ça va installer des nouvelles DLL dans ton application? 3 nouvelles DLL. 3 nouvelles DLL, puis toi, quand tu tu vas appeler l'API, ces DLL-là vont s'attendre à avoir un sync file. Ils vont aller lire dans le sync file pour, essentiellement, parce que ces sync files-là, vu que c'est des classes, ils vont se servir de ces classes-là parce que, ultimement, c'est quoi? Tes compiles, ça te fait une nouvelle DLL et tes 3 ou 4 DLL que tu déploies, ils s'attendent à travailler main dans la main avec ce qui fait le sync file, c'est des classes qui vont nous dire, qui vont offrir une nouvelle méthode pour la synchronisation. Puis là, quand on va démarrer cette nouvelle méthode-là, il va regarder les différentes tables qu'il y a à processer. Puis il va aller voir les primary keys avec les 2 tables. Le sync file, c'est quasiment une représentation orientée objet de ton metadata sur ton schéma de BD. Oui. En fait, tu vois un peu comme ton dataset. Il y a du code en arrière de ton dataset là, qui permet de faire tes connexions. Tout ça, c'est un petit peu la même chose ici. Donc, tu as 3 nouvelles DLL que tu déploies. Oui. Et tu as un API maintenant pour être capable de dire « je veux synchroniser ». Donc, le type de commande que tu peux lancer avec l'API, c'est « synchronise ». Et synchronise, c'est-à-dire que c'est à peu près une seule méthode ou? Il y a une seule méthode, mais il y a quelques méthodes parce qu'on peut lui dire rafraîchir au complet mon environnement client. On peut faire la gestion des conflits aussi. Quand on parle de la synchronisation, par défaut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est unidirectionnelle, du serveur vers le client. C'est peut-être nous autres à aller changer sa propriété qui s'appelle Sync Direction pour lui dire qu'on la veut bidirectionnelle. Donc, parce que le produit peut fonctionner bidirectionnel, c'est bidirectionnel, unidirectionnel, comme on veut. Et c'est même pas le produit au complet. On peut lui dire que cette table-là, la table DPI par exemple, je la veux unidirectionnelle du serveur vers le client. Donc, toutes tes tables utilitaires, habituellement, tu vas les vouloir juste unidirectionnelles parce que tu les modifieras jamais du côté du client parce qu'ils sont read-only, plus souvent contrairement. La table de mes ventes que j'ai faites, si on parle d'un vendeur, ben là, il faut que je sois capable d'aller pousser les nouvelles ventes que j'ai faites, mais je vais avoir aussi celles que les autres vendeurs ont faites peut-être. Le but pourquoi tu vas faire ça, c'est que tu veux réduire la bande d'informations qui se promènent sur ton réseau parce que on pourrait penser aussi que le Sync Services, avec les connexions sans fil qui existent, donc tes vendeurs sur la route pourraient tout avoir un petit modem et communiquer en utilisant du 3G, par exemple. Puis à ce moment-là, mais tu voudrais peut-être pas, si ça te coûte un certain, en tout cas au Canada, ça coûte cher, là. C'est pas moins le cas en Europe, mais en tout cas au Canada, c'est par paquet qu'on paie, donc tu veux peut-être limiter ce que tu transportes d'un point A à un point B. Puis on peut même lui dire, ne synchronise pas toutes les tables parce que là, je suis déconnecté, je suis par cellulaire. On peut lui dire, synchronise seulement la table des prix parce que là, je suis remote en quelque part, je veux avoir accès aux nouveaux prix. Et lorsque je reviens au bureau, on a accès au réseau local, là, je lui dis, synchronise tout. En fait, c'est ton code qui va décider, c'est ta logique d'affaires. C'est les boutons qu'on va offrir, c'est les options de menu qu'on va offrir à l'utilisateur qui va synchroniser donc, tout ou rien. Encore là, c'est pensé beaucoup pour une application, qui roulerait sur un téléphone mobile ou un Pocket PC ou une application qui roule sur ton laptop. Oui. Et de la même façon que tu peux avoir une base de données embarquée avec ton Compact Edition, tu pourrais aussi avoir de la synchronisation vers un serveur central. Oui. Mais à la demande, c'est-à-dire que ça va être l'utilisateur qui, lui, va dire « je veux synchroniser », ce qui est un scénario probablement acceptable dans 99% des cas.
Ben, ce que tu pourrais faire aussi en code, c'est détecter La que le connexion réseau- la connexion disponible. réseau, Ouais. puis lancer Resynchroniser. cette synchronisation-là. Ou au départ de l'application, on peut faire quelques vérifications sans que nécessairement l'usager ait à cliquer sur un bouton dans notre interface usager. Tu as raison. Donc, il y a beaucoup de scénarios possibles, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sous notre contrôle à nous, les développeurs. C'est nous qui décidons comme le scénario qu'on veut bien mettre Et en l'autre place. grosse chose qui est sous notre contrôle, c'est la gestion des conflits. Qui parle de synchronisation parle de Conflit. Là, il n'y a pas de syndicat dans le décor, mais il y a quand même des conflits à prévoir. 2 personnes mettent à jour le même enregistrement simultanément. Lequel que je garde? Ça dépend de votre logique, toujours. Ce qui arrive lorsqu'on démarre une synchronisation, il y a des événements qui sont lancés. C'est à nous à intercepter ces événements-là. Et un des événements va nous dire, il est arrivé un conflit. Pour chacune des rows en conflit, pour chacune des rangées en conflit, un événement va être déclenché, Donc, tu vas les traiter une par une par une, et on reçoit dans le paramètre E, on a toujours un paramètre E, les event args, on a les conflits, on reçoit la data row actuelle du serveur, la data row actuelle du client. C'est un data table, donc on peut manipuler les colonnes un à data l'intérieur. table comme on les connaît. Un data table ADO.NET qui a rien de magique pour nous autres. On modifie et là on peut lui dire, OK, prends celle du serveur ou pousse celle du client. Mais avant de pousser celle du client, Tu peux même la je modifier. peux la modifier puis dire, envoie cette dernière version-là. On pourrait même présenter une interface usager qui présente les deux situations, en fait, les deux versions Permettre à d'enregistrement. l'utilisateur de dire, choisis cette colonne-là, puis le reste, prends celle du serveur. Donc là, on a 2 tables, on a un événement qui est levé pour chacun des conflits. On a le plein contrôle. On n'a pas juste à dire accepte ou refuse. On a le plein contrôle. Mais ça prend du code, là. Il n'y a pas de magie, là. On a l'information, mais on doit... reçoit un événement, on reçoit 2 data tables, mais là, puis il faut qu'on donne une réponse. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte la donnée du client, du serveur, c'est-à-dire, ou on prend celle du client qu'on peut remodifier et retourner au serveur. Donc, il y a quelque chose à faire, là. Donc, on reçoit un événement, on le traite, on donne une réponse. Si je te suis bien, on pourrait même utiliser cette technologie-là. Aujourd'hui, on a souvent des architectures client-serveur, en tout cas distribuées, où est-ce que tu as un client qui, plus souvent qu'autrement, va servir de base. Si c'est vraiment client-serveur, il va parler directement à base de données SQL. De plus en plus, on cherche à avoir des environnements plus avec une architecture orientée sur les services. Donc, on va plus appeler avec des web services un serveur applicatif qui, lui, va servir de base et parler à la BD. Donc, on pourrait aussi, comme alternative, prendre cette topologie-là avec Sync Services. La seule contrainte qu'il faut être conscient, c'est que si je suis limité à une base de données locale de 4 gigs, ça veut dire que je peux pas avoir une table avec des millions de rangées, parce que... Ouais. Si on a des problèmes de performance réseau, on peut essayer d'amener nos tables de référence en mode local, mais les tables dans lesquelles il y a beaucoup d'actions, où il y a beaucoup de mises à jour, on n'est pas porté à amener ça en mode local, on n'a pas de gros gains. Il faudrait toujours passer notre temps à synchroniser, donc là, on gagnerait pas. Mais toutes les tables de référence, on pourrait les stocker en mode local dans SQL Compact ou autre chose. Ouais. Mais Donc, oui, continue. Donc, on aurait quelque chose de plus rapide pour accéder à nos tables de référence et on a souvent besoin de nos tables de référence pour populer tous nos combos, ces choses-là. C'est pourquoi je te dis que ça peut être une architecture intéressante. Moi, je me suis rendu compte, en tout cas à l'usage, que très souvent, pourquoi on nous demande de bâtir une application d'entreprise, c'est pour faire l'équivalent d'une application à la Microsoft Access, mais qui doit permettre d'avoir une centaine d'usagers ou 200 ou 300 usagers qui vont pouvoir se brancher de façon concurrente sur l'application. Ce qui n'est pas le cas avec Access. Dès que tu arrives à 10 et plus, là, ça commence la performance tombe. 5. Ben, si tu l'amènes, par exemple, avec un SQL Server, tu es peut-être capable de te rendre un peu plus, une vingtaine, mais tu sais, t'es limité. Mais c'est rare, en tout cas, moi, c'est le scénario où tu vas avoir des grosses tables avec des millions de rangées et tout, c'est pas là souvent. Donc, ça veut dire que tu pourrais aussi, au lieu de dire, je vais me prendre l'architecture distribuée, avoir des services web, utiliser WCF, communiquer avec mon serveur et tout, tu pourrais littéralement dire, ce que je fais, c'est je ramène toute ma base de données en version locale et je la synchronise avec le serveur. Et chacun va avoir leur BD local avec Compact Edition. Oui, mais Mario, tu peux pas synchroniser avec un service WCF, là. Non. Il faut que tu aies une connexion directe à la base de données centrale.
Oui. Sûrement. C'est sûr que dans ce schéma-là, je parle à la BD, puis j'ai pas du tout une architecture orientée service. Là. Je suis vraiment Ouais. client-serveur, mais avec une BD locale qui se synchronise. Ouais. Mais ce que je veux juste dire par là, c'est que c'est une autre option dans le coffre à outils. Quand on regarde la problématique, on disait, OK, je pourrais peut-être prendre ça. Parce que si, par exemple, un des besoins, c'est de dire, si je fais ma connectivité, faut que les gens soient capables de travailler. Oui. Si j'ai une BD locale, ils vont être capables de travailler. Oui. Puis dans un environnement, je sais pas, moi je suis dans un site distribué, mon serveur, nous, entre autres au Québec, ça peut arriver qu'on soit dans des villes, mettons dans le Grand Nord, puis on a une connexion avec les serveurs centraux, mais qui sont localisés, mettons, à Montréal. Ça peut arriver que la connexion se perd, mais il faut que les gens sur Puissent site continuer. continuent à travailler parce que tu peux pas te permettre que pendant plusieurs journées, les gens travaillent pas. Donc là, ça peut être au niveau de tes choix d'architecture une option envisageable. Mais il faut à ce moment-là que toutes tes options puissent se passer local. Oui, ça c'est pas se dire, il faut que l'équivalent de ta BD centrale soit reproduite totalement localement, sinon ils seront pas capables d'utiliser Ouais, la Mais là, souvent, là, il y a c'est- d'autres services dans l'application qui Ouais. requièrent l'utilisation du serveur, comme par exemple, je sais pas moi, il peut y avoir un MSMQ au travers, un Ouais. service d'envoi de courriel au travers. Donc, toutes ces choses-là ne seront pas disponibles quand même. C'est certain qu'au niveau de la BD, ton utilisateur va être indépendant. Mais je pense que c'est plus fait pour une personne qui part avec son laptop sur la route. Ça, on s'entend que c'est ça le scénario de base. J'essaie juste de voir est-ce qu'on peut l'étendre à d'autres scénarios qui semblent peut-être à prime abord. C'est certain que ça va fonctionner. Mais est-ce que ça vaut la peine de tout dupliquer? Je sais pas. Ah, c'est sûr que si du côté serveur, tu avais besoin de faire du MSMQ, parler des serveurs de mail, on oublie ça. Ben Là, là, c'est pas une juste c'est pas une le solution fait- envisageable. Juste le fait de ne pas avoir de procédure stockée, c'est une limitation là, par rapport à un serveur central. On pourrait avoir un SQL Express au lieu d'avoir un Ouais, SQL ouais, standard. ouais. Ouais, ou tu décides, parce que dans ton architecture, tu as décidé que tu voulais avoir une copie complètement de la BD sur Compact localement, que tu n'utiliseras pas de StarProc. Mais là, tu fais le choix conscient. Ce que je veux dire, c'est dans un scénario où est-ce qu'on veut reproduire une application à la Microsoft Access, ça pourrait probablement être une solution envisageable. Je ne dis pas que ça serait la solution. Si l'approche encore soit d'être client-serveur ou d'être vraiment une architecture orientée service, reste encore des choix non négligeables. Oui. En terminant, Eric, tu sais que la formule, c'est qu'on demande toujours à notre invité s'il y a un site web, en tout cas quelque chose qu'il voudrait recommander. Avant d'aller à ce point-là, est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu voudrais dire sur soit Compact Edition ou sur Synchronization Services? Il y a une chose importante que j'ai oublié de dire, c'est vraiment une omission de ma part. Quand on parlait de SQL Compact, on disait que c'était un process avec 250 quelques connexions. Oui. ASP.NET est un process qui est reconnu par SQL Compact et qui va être bloqué par SQL Compact. Ah, donc, tu peux pas utiliser du côté de ton serveur web Compact. Le but n'est pas de remplacer une base de données, puis ça n'a pas d'allure de toute façon. Il n'y a pas d'engin qui roule derrière. Il y aurait un terrible trou de performance si on mettait un SQL Server Compact sur un site web. Si on se souvenait du temps où on utilisait des bases de données Access, des fichiers MDB dans nos applications ASP classiques, puis ça scalait pas, ça marchait pas, il y avait tout le temps des problèmes de corruption. Microsoft nous protège en faisant en sorte que tu peux même pas le rouler parce qu'il Ouais. reconnaît puis il dit Ouais. fais Il pas bloque. ça. Bravo. En terminant, Eric, est-ce que tu as un blog J'ai un blog, qui le tien ou le mien, OK. sur lequel la présentation que je viens de vous parler, j'ai fait cette présentation-là au groupe utilisateur Visual Studio Montréal lundi dernier. Moi, je suis quelqu'un qui fait une présentation puis qui la présente à plusieurs endroits. Je suis Ouais. trop large pour en préparer plusieurs. Non, mais tu la peaufines. C'est ça, je la peaufine. Selon je la les questions raffine. qu'on a des gens qui sont Donc, on présents. pourra mettre le lien vers ton, Oui. vers ton blog, mais aussi le lien vers toute la documentation que tu avais faite, ta Et présentation. sur mon blog, j'ai mis le PowerPoint de ma présentation, mais aussi les exemples, les deux démos que j'avais montrées, celle de SQL Compact et celle de la synchronisation. Ah, ça, c'est bien. Pour nos auditeurs là, qui ont eu un petit peu la piqûre, là, qui voudraient voir un petit peu de code, ils pourront aller sur ton site. Oui. La seule chose que vous avez besoin, c'est Visual Studio 2008 parce que ce qu'on Ouais. a parlé là requiert SQL. Ou même quelqu'un qui est curieux, qui n'a pas 2008, pourrait juste ouvrir dans Regarder. Notepad là, Ouais. le code. Ben, écoute, Eric, on te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net.
.NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Guy, quelles sont les actualités qui ont retenu ton attention? Il y a un monsieur qui s'appelle... Un vrai monsieur. Monsieur, oui, qui s'appelle Bill Gates, qui prend sa retraite finalement vendredi le 27 juin. On s'entend que c'est sa retraite chez Microsoft, mais pas sa retraite active dans la vraie vie, parce qu'il va s'occuper maintenant de sa fondation. En fait, monsieur Gates était à 80% chez Microsoft et 20% s'occupe de sa fondation. Il va inverser cette donnée-là. Maintenant, il va être à 80% à s'occuper de sa fondation et 20% encore chez Microsoft. Donc, il va être chairman of the board chez Microsoft. Ça va déjà occuper 20% de son temps. Ça va l'occuper un petit peu, là, disons. J'imagine que tu as d'autres nouvelles qui ont tenu ton attention plus technique, en tout cas. Écoute, en parlant de retraite, Windows XP prend aussi sa retraite, mais le 30 juin. Ah oui? Tu veux dire au niveau du support, parce que, écoute, en fait, au niveau... va en avoir encore pour un bon bout. Pas au niveau du support, mais au niveau de la disponibilité. Les fabricants d'ordinateurs ne pourront plus préinstaller Windows XP sur les ordinateurs qui les... Ça veut dire que je peux probablement plus acheter Windows XP chez Microsoft, là. Sans doute. Probablement déjà depuis un bout de temps comme produit. Donc, en fait, en même temps que Bill Gates, Windows XP prend aussi sa retraite. Donc, si vous avez vos DVD de XP, gardez-les précieusement. Peut être encore utile. Oui, surtout sur les vieilles machines. Sur un vieux laptop, là, où, tu sais, Vista est tellement gourmand, là, que ça roule pas, c'est pas performant. T'installes XP, sur ces machines-là, puis ça pète le feu, là, ça roule, donc, gardez vos vieux CD de Windows XP. Autre actualité? Oui, en fait, c'est quelque chose d'un petit peu, je dirais pas bizarre, mais intéressant, bizarre, provocateur et tout ça en même temps. Sur le web, on retrouve une espèce de vote de non-confiance au sujet de Entity Framework. Donc, Entity Framework qui est en version bêta présentement, qui va être qui est incluse dans le Service Pack 1 de Visual Studio et du .NET Framework. Donc, en fait, si je veux simplifier un petit peu, c'est Link to SQL, mais sur les stéroïdes, on peut accéder à plusieurs types de bases de données, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on fait avec Link to SQL au niveau de modélisation. Donc, c'est ce qu'on appelle un EDM, là, Entity Data Model. Et il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est pas un produit intéressant. Et ils sont en train de signer une pétition en ligne qui est un vote de non-confiance sur Entity Framework. Moi, Guy, j'ai pris connaissance de ça, puis j'avais un petit sourire en coin parce que il y a un paquet de gens, quand ils ont entendu parler d'Entity Framework, ils ont leur première chose, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Ah, c'est un ORM ». Donc, un Object Relational Mapper. Ce que c'est un Object Relational Mapper, c'est une pièce de logiciel qui va s'occuper de gérer toutes les impédances qu'on a entre ton modèle relationnel et ton modèle objet. Puis, c'est vrai qu'Entity Framework pourrait être ça. Mais ce qu'il faut comprendre, à la base, le scénario numéro 1 que Microsoft voulait régler, c'était pas de créer un ORM, en tout cas le premier scénario. Microsoft ont dit dans le scénario 2, donc dans la version 2, ils vont vouloir en faire un ORM de première classe, puis la majorité des récriminations des gens qui ont fait ce vote de non-confiance-là vont probablement être résolues. Mais le premier scénario de Microsoft, c'est essentiellement de donner un modèle logique par-dessus les applications, les bases de données corporatives, parce qu'il y a eu tout un modèle, c'est Oracle a fait cette promotion-là, c'est-à-dire je crée une seule base de données pour toutes mes applications. Et aujourd'hui, c'est l'enfer gérer ça parce que, essentiellement, on s'est rendu compte que le fameux modèle universel de données pour une entreprise, ça marche pas vraiment. Puis, les gens qui ont cette problématique-là voudraient bien avoir un modèle logique par-dessus pour être capable de gérer de façon efficace et de façon beaucoup mieux. Puis, Entity Framework est une réponse à ça.
Et Microsoft voulait répondre à ce scénario-là en premier parce qu'il y a beaucoup d'argent dans ce marché-là. Oui, puis c'est aussi une version, là, une V1, hein, faut s'entendre. Hein, et il y a beaucoup de choses qui sont soulevées dans ce vote de non-confiance-là, des points qui vont être adressés dans la V2. C'est beaucoup des points parce que Microsoft ont fait des choix. On dit nous on veut que le scénario numéro 1 soit fonctionnel comme il faut et on n'a pas assez de temps pour faire les deux scénarios. Donc le scénario de créer un vrai ORM qui pourrait compétitionner ce qu'offre aujourd'hui Hibernate par exemple. Ouais. Ça faisait pas partie de la cible de la version 1. Microsoft l'a reconnu depuis longtemps. Ça fait déjà 1 an. Je me souviens de Scott Bellware qui avait écrit sur son blog où est-ce qu'il parlait. On a finalement la réponse de Microsoft et il nous a annoncé qu'il supporterait pas ce qu'on veut. Donc, tous ces gens-là qui arrivent 1 an plus tard avec un vote de non-confiance, c'est comme, oui, OK, mettez de la pression sur Microsoft. Je pense pas que ça va faire changer les choses à court terme. La version 1 va sortir comme elle est prévue et vous aurez votre réponse j'espère, dans moins de quelques années, avec une version 2 d'Entity Framework. Ce que Microsoft a fait, Microsoft a répondu via un des membres de l'équipe d'Entity Framework. On pourra mettre les deux liens. Ils ont probablement répondu totalement à l'inverse de ce que je viens de vous dire. En fait, j'ai pas lu la réponse, donc. En fait, oui, non. Certains des points, ils mentionnent, ce point-là, vous avez entièrement raison. On n'avait pas le temps ou c'était pas dans nos plans de le faire en V1. C'est dans nos plans pour la V2. Et ce qu'ils ont commencé à faire aussi, c'est une grande lacune au niveau de la V1, c'est qu'ils ont ouvert au niveau de la transparence. Donc, l'équipe de Entity Framework dans la V1 était très fermée. C'est très difficile d'envoyer des commentaires ou de participer au processus. En V2, ils ont tout de suite commencé avec un blog et ont commencé à tout de suite des points là, sur lesquels ils vont travailler. Donc, ça va être plus facile ou du moins plus transparent d'envoyer du feedback à l'équipe. Bon, ben quand il va sûrement sortir quelque chose de positif de ça, mais tu sais, on peut bien taper ses doigts de Microsoft, mais ils n'ont jamais annoncé qu'ils feraient un ORM quand ils ont annoncé Entity Framework. Aujourd'hui, si vous avez besoin de faire un ORM, probablement que si vous voulez utiliser les outils Microsoft, c'est Link2SQL qui est l'option la plus envisageable, ou prenez tout simplement pas ce que Microsoft vous offre et prenez un produit comme Hibernate. Hibernate, ben oui. C'était mon petit point. Le petit éditorial de Monsieur Cardinal. Autre actualité? Non, c'est à peu près tout. Ben écoute, nous, on n'a pas à plugger aucune présentation du groupe utilisateur Visual Studio parce que c'est les vacances. Oui, c'est les vacances pour la période d'été, en juillet et en août. On va venir fin août ou début septembre avec les prochaines rencontres. Septembre, on va commencer en septembre, début septembre. Nous, il nous reste une émission parce qu'on va aussi prendre la pause estivale pour le talk show. Donc, il nous reste une émission qu'on va publier le 9 juillet. On va profiter de notre présence à Paris pour enregistrer cette émission-là avec Éric Groise. On va parler de interface utilisateur vectorielle ou les GUI vectoriels pour donc WPF, et Silverlight et tout ça. Ainsi que tout ce qui existe dans la compétition. Ça devrait être, en tout cas, une émission intéressante. Ça va être notre dernière émission de l'été avec Eric et ensuite, on va vous revenir. Nous, c'est absolument mi-août qu'on recommence la série d'émissions. Mi-août! Oui, tout à fait. Puis l'année prochaine, en tout cas, si on regarde ce qui s'en vient, là, on va avoir une belle année. Il y a des sujets fort passionnants. Donc, on profite déjà de notre séjour à Paris pour enregistrer à peu près 8 émissions avec des MVP là-bas, des gens de la région parisienne. En tout cas, des sujets qui semblent, à prime abord, je pense qu'on aura quelque chose de bien. Donc, il va falloir parler d'objets métiers, mon cher ami. Ah ben, écoute, moi, je suis ouvert à apprendre toutes les terminologies que je connais pas bien. Ben, c'est le temps de m'éduquer pour qu'au moins je sois capable de me faire mieux comprendre de nos confrères européens. Donc, ça termine notre émission. Éric, on te remercie encore une fois. Merci à vous. Bonnes vacances à vous. Ouais, toi aussi. Oui. Profite bien de l'été. Merci. En tout cas, c'est un bon survol de ce qui est Compact Edition, absolument. Synchronization. Technologie qui semble peut-être moins sexy que les Entity Framework de ce monde. Donc, mais qui sont quand même... qui ont des utilités très terre-à-terre. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui même. Demain matin, on peut l'utiliser, tandis que certaines technologies, c'est comme dans le lointain futur. Puis, nous, on souhaite à nos auditeurs bonne programmation. Et bon été! Sur la terrasse. Oui. Au revoir.